Il est apporter vos 13h14. témoignages sur l'actualité, Appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Europe 1, il est 13h14. La suite, François Claus. Et c'est l'heure du forum, de la réaction de nos auditeurs sur les sujets d'actualité. 3 sujets aujourd'hui qui ont fait débat et qui ont suscité pas mal d'appels. Nous allons les avoir dans un instant. Le vin, faut-il étendre les vignes en France au risque de nuire à la qualité du vin made in France. Débat également sur la déchéance de la nationalité. Nous attendons votre point de vue après le point de vue très vif exprimé par Hervé Mariton dans le journal. Et puis l'initiative de ce maire, 15 jours après la signature d'un accord historique sur le climat, qui dans la vallée de la Tarentaise envoie des hélicoptères pour balancer de la neige artificielle sur ses sommets et satisfaire les vacanciers qui sont en manque de ski. Un petit mot sur ce qu'a été le forum d'hier. Intéressant de faire un bilan de l'ensemble des réactions. Il y avait également 3 thèmes hier. Sur la déchéance de la nationalité, un grand scepticisme, et également lorsqu'on utilise le mot utilité, légalité de la déchéance, il y a immédiatement une réaction sur le forum d'Europe 1 qualifiée de laxisme criminel, donc des gens qui sont plutôt favorables à l'initiative du président de la République. Sur la Corse, en revanche, ce qui est ressorti hier, c'est que les gens ont réagi sur nos réseaux sociaux en mettant principalement en avant le traitement dit partisan des médias, énormément de mots comme parisianisme ou bobo qui ressortaient dans les témoignages de nos auditeurs. Sur la carte bleue, enfin, vous savez, ces 3 petits chiffres dynamiques qui peuvent permettre de la sécuriser, ça va avoir un coût. Et là, surprise, on pouvait s'attendre à ce que les auditeurs viennent dire c'est aux banques de payer, c'est aux commerçants de payer. Les avis sont beaucoup plus partagés, pratiquement moitié-moitié, pour dire que le consommateur a aussi une part à assumer. Voilà, nous ferons ainsi tous les midis le bilan de vos nombreux appels. Nous allons commencer aujourd'hui par parler du problème du vin en France, sujet hautement sensible, puisque 77 des 95 départements français sont producteurs de vin. On a appris qu'une disposition avait été votée à Bruxelles en 2007, mais qu'elle s'appliquerait à partir du 1er janvier. Autant dire aujourd'hui la possibilité en France de planter des vignes à peu près là où on veut, sur 8000 hectares, même si tout ça va être géré par les instituts publics. Mais ça risque de déstabiliser le marché. C'est pourquoi nous sommes tout à fait intéressés d'entendre le point de vue de Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Je dis intéressé par votre point de vue, car vous êtes viticulteur et vous nous appelez de Saône-et-Loire. Qu'en pensez-vous, vous ? Alors, moi, je pense, déjà, les vignes ne seront pas tout à fait libéralisées, puisque c'est un combat de plusieurs années que nous avons mené, justement, pour éviter une libéralisation totale des droits de plantation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir planter de la vigne en respectant malgré tout certains contingents, notamment l'ensemble des vignobles d'AOC de France ont décidé de conserver des contingents de plantation pour éviter effectivement que se plantent des milliers d'hectares du jour au lendemain et que tout ça... Pour la défense de certains défense d'avantages acquis, pensez-vous ? Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, quelle que soit la production que l'on fasse, il faut malgré tout des outils de régulation. Les autorisations telles qu'elles sont prévues dans le cadre européen aujourd'hui permettront malgré tout de maîtriser, encore une fois, ces plantations. Maintenant, il y a bien évidemment des risques. Alors on rappelle qu'il y a 100 000 viticulteurs en France, donc c'est un secteur extrêmement important de notre économie. Merci pour votre témoignage, Jean-Michel. Il y a Michel qui nous appelle d'une autre région très viticole en France et qu'on adore ici à Europe Midi, l'Ardèche. Bonjour Michel. Bonjour Europe 1, bonjour à toute l'équipe. Alors on n'est pas très loin là où de Condrieu, des Côtes-Rôties. Oui, absolument, oui. J'étais marié avec une jeune fille qui était de Condrieu, donc je connais bien les Côtes-Rôties, le Vionnier, tout ça. Bon, ceci dit, moi je vais donner mon opinion, je suis tout à fait contre cette décision de Bruxelles. Bruxelles, c'est bien gentil, moi je suis pour l'Europe, mais il faut pas qu'ils mélangent tout, quoi. Et surtout pas les vins. Donc, ce que vous redoutez, vous, c'est qu'au nom de l'extension de la production, on fasse un peu tout et n'importe quoi. Oui, j'en ai peur, oui. Merci. Oui. J'en ai très peur et ça m'interroge un peu quelque part parce que il va y avoir probablement des dérives dangereuses, notamment pour les AOC. Et votre intervenant précédent n'est pas trop
trop craintif, entre guillemets. Mais bon, au début, ça ira peut-être, mais sur la fin ou en cours de chemin, ça risque d'être un petit peu dangereux. Vous savez, pour faire une appellation d'origine contrôlée, il faut passer des années. Moi, j'étais en Savoie précédemment, il y a 3 ans de ça. Et bon, on produit des vins en Savoie aussi. Les vins de Savoie sont réputés. Et les appellations d'origine contrôlée étaient très difficiles à obtenir. Et bon, c'est tout un travail qui doit être récompensé par une appellation. Et c'est du travail. Et si on mélange l'amateurisme avec le professionnalisme, ça risque de faire un peu brouillon. Voilà. Merci beaucoup Michel pour votre témoignage. J'appelle Ronan, comme son prénom l'indique, il nous appelle de Bretagne. Alors en Bretagne, on boit du cidre, on produit un peu de bière, on produit également un excellent whisky, il faut le savoir, ce qui n'est pas forcément évident. Et Ronan, qu'en pensez-vous des vignes en Bretagne, une appellation vin de Bretagne qui pourrait arriver ? Et on produit surtout beaucoup de lait en Bretagne. Oui, mais vous avez raison. Comme on était dans un débat sur l'alcool, non, mais à consommer avec modération, bien sûr. Le débat que vous avez initié est tout à fait révélateur de l'ambiance générale qui est en France. On se pose des questions métaphysiques en permanence sur le sexe des anges, et je vois que là, en l'occurrence... Où on défend son précaré, diraient d'autres, son petit précaré de vigne. Voilà. Il y a un marché aujourd'hui qui est en expansion au niveau mondial dans la consommation des vins. Je suis en total désaccord avec le propos que vous avez tenu pour introduire le débat vers midi, là, en disant que ça pouvait être en opposition, la quantité pouvait être en opposition avec la qualité. Moi, je constate tout à fait le contraire. C'est que on peut très bien maintenir une excellente qualité tout en produisant une quantité importante. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en parlant de quantité, c'était en étendant le domaine viticole français, on peut voir émerger sur le marché, pour satisfaire des besoins commerciaux réels dans d'autres pays, des vins qui n'auraient pas la longueur en bouche, le savoir-faire, la complexité des vins français. Certainement, mais si on voyage un petit peu, si on va voir ce que veulent les consommateurs à travers le monde, on a le même débat au sein de la filière laitière avec les gens qui pensent aux AOC, etc., etc. Mais l'immense majorité des consommateurs de vin ou d'autres produits issus de l'agriculture cherchent un produit gustatif acceptable, entre guillemets bon. Et c'est bien pour ça qu'il y a un développement important à travers le monde des vins de cépage, parce que les vins de cépage, bien souvent, restent de qualité constante d'une année sur l'autre. Ce que ne veulent pas les consommateurs, c'est avoir un bon millésime et l'année d'après racheter une bouteille de la même origine et être très déçus. Ce qu'ils veulent, c'est avoir... Pourquoi le champagne fonctionne très bien ? Parce que le champagne, d'une année sur l'autre, c'est un vin d'assemblage, a toujours le même goût. Et donc, aujourd'hui, il y a un marché. On doit répondre à ce marché. On a plusieurs millions de chômeurs en France. On a la possibilité, en étendant le domaine viticole, parce qu'il est bien souvent quand même assez surprenant de voir une parcelle sur un coteau et à 1 mètre, avoir le droit de planter, 1 mètre plus loin, vous n'avez pas le droit de planter. C'est un petit peu, enfin bon, on frise un peu le ridicule. Aujourd'hui, il y a des consommateurs qui sont prêts à acheter nos produits. Produisons-les de la meilleure façon possible. Et on sait faire. En France, on a des viticulteurs, des gens qui travaillent la vigne, qui travaillent la recherche au sein de l'INRA, etc., qui travaillent vraiment sur la qualité des produits. Et on peut associer la qualité et la quantité et ainsi développer nos parts de marché à travers le monde, faire travailler un certain nombre de personnes chez nous en France, et sans pour autant dégrader la qualité. Moi, je trouve que ce débat est un faux débat et qu'aujourd'hui, on doit faire en sorte de répondre à la demande dans quelques secteurs d'activité que ce soit et ne pas être des années à se poser la question si on doit faire ou ne pas faire, parce que le train passe et on ne monte pas dedans. Et après, il sera trop tard. Et le vin aura tourné. Le vin aura tourné, je ne sais pas, mais en tous les cas, on a eu le même problème dans la filière laitière et on le vit aujourd'hui tous les jours. Hein. On a été doublé par les Allemands il y a une quinzaine d'années. On risque la même chose avec les pays producteurs comme les États-Unis ou l'Amérique du Sud ou l'Australie avec le vin. Est-ce qu'on ne doit pas au contraire répondre à la demande ? La marque France se vend bien.
on peut faire à de la très condition bonne d'en qualité. garder évidemment les caractéristiques aussi, mais c'est ce que vous avez formulé. Merci beaucoup Ronan pour votre appel. C'est quand un producteur d'une région qui produit du lait donne des conseils aux viticulteurs, particulièrement intéressant, mais nous avons bien compris votre point de vue. Nous allons retourner vers une grande région viticole, d'autant plus que c'est le département français qui produit le plus de vin. Nous allons vers l'Hérault, là où on fait notamment du Saint-Chinian. Bonjour Pierre. Bonjour. Votre sentiment à vous là sur cette nouvelle directive bruxelloise et ses conséquences potentielles? Alors effectivement, comme vous l'avez fait remarquer, c'est la région la plus productrice de vin au monde, puisqu'elle représente quand même un tiers de la production française dans le Languedoc-Roussillon, c'est plus de 12 millions d'hectolitres. En rappelant que Mais la France n'est que le 3e producteur en Europe, derrière l'Italie et l'Espagne. Oui, tout à fait. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que sur les 12 millions d'hectolitres qui sont, par exemple, produits en Languedoc-Roussillon, il y a à peine 10% qui sont en AOC ou AOP. Donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, ce qu'on se rend compte, c'est que actuellement, on est en pleine mutation encore au niveau, notamment en Languedoc-Roussillon et plus précisément dans le Saint-Chinian, ici, où on a tout un tas de jeunes producteurs, généralement les enfants, qui reprennent et qui sont en train de transformer toutes nos vignes. Là où avant on avait des plants d'Aramon ou de Carignan qui étaient très productifs, où on arrivait à atteindre des 80 hectolitres à l'hectare, maintenant, ils sont en train de les arracher, ils sont en train de remettre des choses qui sont beaucoup plus intéressantes, des Mourvèdre, des Cinsault, du Cabernet, du Merlot, où on va avoir quelque chose qui est beaucoup moins productif et beaucoup plus qualitatif. La problématique, c'est que ces jeunes vignerons se sont endettés et sont encore en attente d'une production de qualité et d'une belle production pour arriver à en vivre. À partir du moment vous estimez par exemple, Pierre, il faut combien de temps à partir du moment où on se lance dans l'activité pour arriver à cette qualité griffée française? Mais en fait, il va falloir extrêmement longtemps, parce que autant vous dire que... Mais extrêmement longtemps, ça veut dire quoi? Ça veut dire 5 ans, 10 ans ça va plutôt être une dizaine d'années, parce une qu'un dizaine jeune d'années, producteur qui va arriver et qui va récupérer des vignes avec des plants qui sont très productifs mais peu qualitatifs, va changer ses vignes au fur et à mesure. Il va pas pouvoir tout arracher pour repartir, sinon il va se retrouver sans production correcte pendant 3, 4, 5 ans. Donc il va le faire au fur et à mesure. Et ces jeunes, on est en train de les tuer en augmentant la capacité de production en France. Là où on va avoir par exemple un IGP qui va produire à 80 hectolitres à l'hectare, lorsqu'on va arriver sur de l'AOC, eh bien on va être sur du 35, 40, 45 hectolitres à l'hectare. Donc on va aller chercher de la qualité pour diminuer on va diminuer le volume pour augmenter la qualité. Actuellement, on a plein de jeunes. Et ça, je souligne ce qu'a dit, même si je ne suis pas d'accord avec l'auditeur précédent, je souligne une chose qui est importante, c'est qu'il y en a de plus en plus qui sont en train d'abandonner les AOC. Et c'est ceux-là qui ont raison. C'est-à-dire qu'ils acceptent de ne plus être en AOC. Et de produire malgré tout un vin de qualité, mais griffé terroir et avec certaines normes de production. Voilà. Merci. C'est intéressant. Voilà. Il faut leur laisser cette chance-là. Et si on augmente la production en France, on ne va pas leur laisser la chance d'augmenter la qualité. Nous avons compris votre argument. 2 arguments très intéressants d'ailleurs qui se sont fait face entre Ronan qui nous appelait de Bretagne et vous, Pierre, qui était dans l'Hérault, le principal département producteur de vin. Allez, pour clore ce chapitre, on va sourire un peu. Ça va avec le vin sourire. 2 tweets que nous avons reçus ici à Europe 1, là en provenance sur ce débat d'Île-de-France. Moi, j'avais planté du raisin dans ma maison tout près de Paris, les oiseaux ont tout bouffé. L'autre, en provenance du Nord, la région de la bière, s'il en est, il y a eu du vin dans le Nord. On en faisait, je vais vous dire, c'était de la merde. Voilà pour le témoignage de cet auditeur du Nord plein d'humour. On fera une petite synthèse demain de l'ensemble des appels qu'on a reçus, très nombreux sur cette question absolument passionnante, soulevée par cette nouvelle directive de Bruxelles qui va permettre de planter 8000 hectares de vignes en plus en France l'année prochaine. Et je vous rappelle bien entendu que pour témoigner et réagir sur Europe 1 dans Europe Midi, c'est au 39 21, 50 centimes la minute, plus le coût de l'appel. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, Appelez Europe Midi au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Europe 1, il est 13h31, Pierre de Cossette, François Claus. Et après le vin,
la politique. Le débat sur la déchéance de la nationalité inscrite ou non dans la Constitution va faire rage jusqu'au mois de février, on le sait. Lorsque nous vous sollicitons sur cette question, eh bien nous avons beaucoup d'appels. C'était le cas hier, nous en parlions au début de cette émission, et c'est le cas aujourd'hui. Vous avez peut-être entendu le point de vue très tranché d'Hervé Mariton dans le journal. Nous allons voir ce que vous en pensez. Hugues nous appelle notamment de la Sarthe. Bonjour Hugues. Bonjour messieurs. Votre sentiment à vous? Mon sentiment, il est en fait que c'est encore une question qui permet au Front National de grandir et de grossir. J'explique pourquoi. Vous trouvez qu'on en parle trop, par exemple? Non, je trouve pas qu'on en parle. Je trouve que ça montre que les hommes politiques, qu'ils soient du Parti républicain ou du Parti socialiste, ne sont pas d'accord sur la déchéance de nationalité. Ils sont divisés avec des arguments très divers, à gauche et à droite. On a entendu. Non, mais je ne discute pas du bien fondé des arguments. Je discute juste qu'il y ait des arguments. Je trouve ça hallucinant que des étrangers de la nation ne soient pas d'accord sur ceux qui méritent ou ne méritent pas la nationalité française. Alors que, c'est ça, le Front National plante l'image d'un parti très sûr de lui, très, très rassurant en quelque sorte pour certains électeurs, leur permet de grandir. Et je trouve ça quand même, inquiétant que les hommes, qu'ils soient de droite ou de gauche des partis traditionnels, en même temps, c'est le débat démocratique, Hugues, et c'est pour ça qu'on le soulève aussi. On l'a vu à droite, il y a une ligne de fracture entre droit du sol, droit du sang. On a vu à gauche, stigmatisation ou pas des binationaux. Ça participe de la vie démocratique, ce débat. Oui, ça participe de la vie démocratique. Et comme par hasard, ça arrange encore M. Hollande, qui, tant qu'on... lui, sort d'or la pilule parce qu'il montre une image d'un chef d'État un peu fort. Il divise ses adversaires politiques, quitte à faire grandir encore le Front National. Ça me semble d'une tactique habituelle, moyennant quoi aussi, on ne parle pas du reste. Et j'imagine pour vous contestable. On a bien compris, Hugues, je suis désolé de vous couper, mais la liaison n'est pas fameuse. Nous avons des micro-coupures et votre propos s'en retrouve altéré. Merci d'avoir appelé Europe 1. Nous avons maintenant Denise qui nous appelle, elle, d'Arras. Bonjour Denise. Bonjour. Votre sentiment à vous? Alors, mon sentiment, c'est que j'ai 70 ans et mon sentiment, c'est que je suis honteuse de laisser une France pareille pour mes enfants, mes petits-enfants et tous les enfants de France. Parce qu'on discute pour des des détails, c'est bien de discuter, c'est ça la démocratie. Mais enfin, je trouve qu'avec 94% de sondages favorables à la déchéance de nationalité, je n'arrive pas à comprendre comment des hommes politiques et des femmes politiques, genre Mme Yenman, Hamon, Aubry, Darmien, Duflot, se prononcent en leur seul nom. C'est-à-dire que, apparemment, comment voulez-vous que les gens ne votent pas? Alors, Denise, je ne sais pas d'où vous sortez le chiffre de 94%. Je l'ai entendu. Il semblerait que les choses soient un petit peu plus compliquées en France. Et on rappelle quand même, déchéance de nationalité, il faut être précis, déchéance de nationalité qui peut toucher des binationaux pris dans des faits de terrorisme. Voilà, exactement. C'est la déchéance de nationalité pour 94%. J'ai entendu à la radio ou à la télé également qu'il y avait 94% de gens favorables. Et j'ai répondu à un sondage sur email. Il y avait environ 70% de favorables. Donc je ne comprends pas. Moi, ce que je ne comprends pas est qu'on n'est pas pour moi, on n'est pas dans une véritable démocratie. Et c'est pour ça qu'il y a un désaveu et on le voit aux dernières élections. Je pense que ça parle de soi-même. Il n'y a qu'un Français ou 2 ou 3 Français qui ont voté pour le Parti socialiste qui est au pouvoir, que des gens comme Mme Duflot, Lieman, etc. se prononcent en dehors de ces sondages. Elle devrait dire pour moi c'est ça, mais comme les sondages, il y a quand même le peuple n'a plus la parole. Alors le peuple aura la parole dans le processus démocratique, puisque on le rappelle, le processus. Oui, mais là sur cette déchéance de nationalité, il faudra que ce soit adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, puis une majorité des 3/5 en Congrès avec les 2 chambres réunies. C'est quand même, Denise, un processus là pour le coup démocratique. Désolé d'interrompre cette. Mais qui ne reflète pas la population.
Ça, c'est un autre débat, effectivement, et qu'il faudra soulever un jour. Merci en tout cas à vous, Denise, de nous avoir appelé d'Arras. Nous allons prendre un tout dernier appel pour avoir un point de vue, un sentiment notamment qui nous provient de Savoie, parce qu'on a été très marqué ici à Europe 1 par l'initiative de ce maire de la vallée de la Tarentaise d'utiliser des hélicoptères pour balancer de la neige artificielle sur ces sommets. Alors nous avons Armand qui nous appelle de Haute-Savoie. De Haute-Savoie. Bonjour Armand. Bonjour. Votre sentiment, allez, votre point de vue. Mon point de vue, c'est que on fait un peu un grand battage sur cette histoire-là au niveau médiatique, que ce soit vous ou tous les autres chaînes. Mais on ne relève pas, vu qu'on vient de sortir de la COP21, on ne relève pas que ce week-end passé, le père de l'émir du Qatar s'est cassé la jambe au ski au Maroc. Et il y a eu 6 gros avions, gros porteurs, qui sont allés à Zurich pour aller l'emmener à l'hôpital. Ne croyez-vous pas que ça, on n'en a pas entendu parler de votre part? Il se trouve qu'on en a parlé. Et pour tout vous dire, le Qatar a été stigmatisé, notamment dans l'attribution de la Coupe du Monde, pour être à ce jour le pays le plus polluant si on ramène les émissions de gaz carbonique ramenées aux habitants. Merci de votre témoignage, Armand. Vous nous appeliez de Haute-Savoie. Fin du forum avec les auditeurs. On se retrouve demain sur le 3921 et également, bien sûr, le hashtag E1 midi.